Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Léna. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Bienvenue pour cette petite interview. Qu'est-ce que tu as envie de me raconter aujourd'hui ? Alors, je vais te raconter mon coming out, ou en tout cas comment j'ai découvert que j'étais attirée par les filles. Donc, dans ce que je me souviens, je pense avoir eu mon premier amour lesbien quand j'avais 15-16 ans, donc ça remonte à 2001. Donc ça, et je sais que j'en ai parlé à ma mère. Donc la première fois que j'en ai parlé, donc j'ai fait mon coming out, c'était en 2001. Par contre, que j'aime les filles, je pense que ça date d'avant, mais sans le savoir. Et en même temps, je pense que je l'ai toujours su. Donc avant, je sortais avec beaucoup de garçons. J'ai eu plein d'histoires, mais parce qu'il fallait faire comme ça, il fallait rentrer dans la norme. Puis j'ai commencé à faire du foot après l'effet Coupe du Monde 98, même si j'avais eu 1 an d'activité en foot avec que des garçons, où j'étais la seule fille. Donc je pense que déjà ça a commencé mon côté un peu rebelle, féministe, marginal si on veut, puisque je ne faisais rien comme tout le monde. Mais donc j'ai fait 1 an de foot avec des garçons, ça devait être du coup en 97, 98, si on parle d'année scolaire. Il y a eu la Coupe du Monde, l'effervescence, et là j'ai pu aller dans un club de foot féminin à Rennes, à Bréquigny, et ça c'était ouf. Et je pense que c'est là que un peu tout a démarré. J'ai un souvenir d'avoir fait un rêve avec une fille de l'équipe auquel je pensais pas du tout avoir une attirance, mais du coup j'ai rêvé d'elle et ça m'a vraiment perturbée. Parce qu'à côté de ça, je sortais avec des garçons, c'était bien connu que je ne sortais pas avec des filles, mais c'est venu ici, ça a cheminé, il s'est jamais rien passé avec cette fille-là et je pense que il ne se serait rien passé, mais voilà, j'ai été attirée par elle. Puis je savais qu'il y avait des lesbiennes dans cette équipe, mais il fallait pas le dire. C'était un peu du non-dit, mais ça se voyait sans le savoir. C'était très drôle, mais il y avait aucune ambiguïté entre joueuses. Tout se passait très bien, c'était bon enfant, il n'y avait pas de regard jugeant ou autre l'une envers l'autre, mais c'était pas dit. Mais toi tu le savais comment du coup si c'était pas dit ? Tu dis que ça se voyait, c'est quoi qu'on Alors voyait ? c'est là où c'est drôle, enfin si on veut. Elle rentrait dans la catégorie de ce qu'on appelle des butch maintenant. Donc physiquement ça se voyait un petit peu, cheveux courts, allure garçonne, qui portait des bagues au pouce, un des signes marquants des années 80-90. Pas vraiment. Je le savais sans le savoir. C'était des codes que j'ai découverts par la suite, où j'ai fait « Ah mais oui, elle portait ça, je me souviens. Ah bah ouais, mais forcément, mais bien sûr qu'elle était lesbienne. Pourquoi je l'ai pas su avant ?» Donc c'était des choses un peu inconscientes, mais voilà, qui se savaient. Et puis ça, c'était au foot. Il s'est jamais rien passé. Au foot, c'est à l'école où il y avait une camarade de classe où au début de l'année, on s'est détestés.
on s'est pourri, j'ai été élue déléguée à sa place, ça lui a pas plu, a été dans la catégorie populaire de sa classe. Moi, je venais de redoubler, donc j'étais un peu la grande qui redoublait, mais bon, j'avais pas énormément d'amis, j'étais déjà un peu marginale. On m'a souvent collé cette étiquette-là. Du coup, c'était au collège. Et mais tu t'es quand même fait élire. Ouais, c'était très surprenant ça. Mais bon. Et en fait, à la fin de l'année, ça a changé bizarrement. Je suis devenue dans les populaires. Enfin, ce qu'on appelle les populaires à l'époque, mais c'était très bizarre. Et du coup, cette fille-là, je vais la nommer, elle s'appelle Mélissa. Elle était, je sais pas, en fin d'année, il y avait eu un voyage scolaire, on s'est rapprochés. Et pour moi ça a été je sais pas, une révélation, un coup de foudre, comme si je savais que au début de l'année on s'aimait pas, mais en fait au fond on s'aimait et on se cherchait. Et on a dû se faire la bise allemande, c'était l'époque, c'était la mode à l'époque, et donc en fait c'était une bise sur chaque joue puis un bisou sur les lèvres. Et donc ça a été mon premier échange avec cette fille-là, et j'avais été complètement chamboulée. C'était assez fou, et je m'en souviens encore maintenant parce que ça me touche. C'était mon première histoire. Enfin, première histoire, j'appelle ça une histoire. Et je sais que j'en avais parlé à ma mère. Et cette histoire-là, moi, de ce que j'ai comme souvenir, c'est ma mère qui m'avait dit oui, c'est normal, tu vas avoir 16 ans, c'est une passade, c'est ton corps, tu vas découvrir. Mais quand je lui répète ça maintenant, elle me dit mais j'ai jamais dit ça. Au contraire, je te soutenais. Je fais pardon, mais tu m'as bien dit que ça allait être une passade. Elle me dit bah non, mais à l'époque tu testais tout, c'est normal, et je t'encourageais à tester. Donc comme quoi on a deux sens de lecture différentes. Et donc cette année-là, avec Mélissa, c'était un peu plus ou moins officiel qu'on était ensemble, même s'il y avait rien. Elle le cachait, en tout cas à ses parents, ça c'est sûr. Je pense que dans notre classe, ça se savait sans savoir, parce que je pense qu'on était toutes les deux à fort caractère, et disons, elles font ça dans leur coin, mais bon. Et c'était l'été, et cet été 2001 est pour moi, pour autre chose que mon coming out, mais une année très charnière. Je suis partie 1 mois et demi aux États-Unis parce que j'avais une tante qui habitait là-bas. Je suis partie en vacances. J'avais sous mon oreiller la photo de Mélissa, le petit bracelet orange qu'elle m'avait donné avant de partir. J'avais son parfum mis sur un bout de carton dans une enveloppe. C'était les belles de Nina Ricci, les vertes, ça n'existe plus maintenant. Mais je serais capable, je pense, de me souvenir de cette odeur. Donc j'avais ça sous mon oreiller, et c'était à l'époque où on pouvait envoyer quelques mails. Ça coûtait un peu cher, encore Internet, mais on avait réussi à échanger 1 ou 2 mails durant l'été pour parler un peu de nos vacances. Et le jour de mon retour, donc je suis arrivée à Roissy, ma mère était venue me chercher à l'aéroport, et dans le train, je vois ma mère qui pleure. Je dis bon, qu'est-ce qu'il y a? Morissette, notre chat, est mort. Mon arrière-grand-mère est décédée. Et là, elle m'annonce que mon père et elle se séparent. Donc, ok. Et moi, dans ma tête, j'étais pas plus surprise que ça. Je savais que c'était un peu compliqué entre eux, mais d'accord. Et moi, en tête, j'avais qu'une seule envie, c'était d'appeler Mélissa. J'avais encore mon téléphone Alcatel, qui avait encore sa batterie qui marchait, puisqu'à l'époque, les téléphones, même si on les coupait pendant 1 mois et demi, il y avait encore de la batterie. Et je n'attendais qu'une seule chose, c'était de l'appeler pour aller la voir. Et dans le train, donc ma mère m'annonce ça, et puis elle me dit oui, et puis à la maison, là, on a des oncles et tantes, donc il y a un peu de monde. Mais bon, est-ce que ça va aller? Est-ce que tu veux voir ta sœur? J'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Je dis oui. Est-ce que tu veux parler à ton père? Est-ce que tu veux qu'on en parle tous les 4? Je dis oui, d'accord. Donc j'ai un vague souvenir de cette discussion qui était assez importante. Mes parents annonçaient que
quand même ils se séparaient. Mais j'avais encore que Mélissa en tête. Et puis après, j'avais le décalage horaire. Enfin, j'étais complètement décalquée. Et je me souviens de rentrer à la maison, de composer de manière automatique sur le fixe le numéro de téléphone de Mélissa et d'appeler du coup chez ses parents. Je tombe sur elle et je lui dis salut, bah ça y est, je suis rentrée. Et j'avais eu quelqu'un au téléphone, donc elle, mais qui était complètement froide. Qui me disait oui bah, de toute façon entre nous c'est fini donc salut, oublie-moi ou quelque chose comme ça, enfin assez trash. Et là je lui dis ok, bon bah je t'appelais, j'avais besoin de soutien, je viens de rentrer puis je viens d'apprendre que mes parents ont divorcé, mais c'est pas grave, bon bah salut. Et j'ai raccroché et j'ai pleuré et ma sœur m'a dit allez viens je te sors. J'ai dit d'accord. Et donc à l'époque ma sœur avait 18-19 ans, donc avait des copines qui avaient le permis, donc on était dans la voiture et je me souviendrai toujours de ce trajet pour faire Rennes-Sud jusqu'à Cesson. Il y avait 10 minutes de voiture, mais j'étais collée à la vitre avec les larmes, comme dans un film. Et donc bah, c'est assez marquant, mais voilà mon premier chagrin d'amour, mais je m'en souviens encore fort, quoi. Et à partir de là, bah donc j'en avais parlé à ma mère, qui m'avait dit que ça allait être une passade. Donc je crois qu'après je suis ressortie avec des mecs, parce que bah c'était une passade. Mais je pense que j'avais été quand même très chamboulée par ça, et ça reste quand même, et je le dis comme étant ma première histoire d'amour. Même si avant elle, il y avait eu un garçon important où mes parents étaient persuadés que ça allait être l'homme de ma vie. Ils me l'ont dit plusieurs fois, ça. Ils m'ont dit, mais si, Kevin, tu verras, c'est l'homme de ta vie. Là, vous êtes trop jeune, vous avez besoin de vivre vos expériences chacun, mais tu verras. Ça me mettait une pression de base, de toute façon, qu'il fallait que je rentre dans l'hétéronormé. Enfin, peut-être hétéro à nouveau. Bref. Et puis, mais ça, j'en ai parlé qu'à ma mère. Et mon père, c'est venu plus tard. C'est venu en 2003. Ouais, ça va, c'était 2 ans plus tard. Mais pareil, de manière assez bizarre. Donc mes parents, entre-temps, se sont séparés et je vivais chez mon père parce qu'il avait gardé la maison, il y avait une autre chambre. Donc je restais avec ma sœur et mon père, et mon petit frère était lui parti avec ma mère. Et donc au lycée, j'avais rencontré... alors je me suis toujours assumée par contre arrivée au lycée en me revendiquant lesbienne. Ou bi, parce que c'était vraiment la tendance à l'époque. Parce que, bon, à peine arrivée au lycée, je suis quand même sortie avec un garçon. Je m'affichais avec des garçons. Mais... Ah oui, parce que j'ai encore redoublé au lycée. Donc, durant ma 2e seconde, j'ai rencontré une autre fille avec qui je suis sortie. Et avec elle, au lycée, ça se savait. Enfin, on se cachait pas plus que ça. En dehors du lycée, dans la rue, on savait pas trop comment ça pouvait être pris. En plus, on habitait dans les quartiers sud de Rennes. De toute façon, elle avait une mère qui était un peu dangereuse, on va dire, si elle la prenait. Donc, on s'était resté assez secret. Mais moi, je l'invitais à la maison comme étant une copine. Et un soir, mon père, on regardait la télé. Je pense que c'était du foot à la télé. Mais on regardait la télé, puis je lui dis papa, ça t'embête pas si ma copine Aurore, elle vient dormir à la maison? Et il me dit non. Silence. Il me regarde et puis il dit dis donc, Aurore, elle vient souvent dormir à la maison? J'ai dit oui. Il me fait c'est ta copine? J'ai dit oui. Il me fait c'est bien. Et voilà l'échange que j'ai eu avec mon père sur le coming out. Et à partir de là, on en a jamais discuté. Donc je sais pas si ma mère et mon père en avaient discuté. Je crois que non. Pour avoir redemandé à ma mère, il me semble que non. Mais et du coup, ça s'est super bien passé comme ça. Ça, c'est les souvenirs que j'ai de mes parents. Ma sœur, je sais même pas comment je lui ai dit. Je pense que je lui ai toujours dit. Sans le dire, pareil. C'était des choses qui se savaient. Et puis,
Mon frère, par contre, je me souviens, alors c'est lui, il arrête pas de me rappeler cette anecdote, alors que moi je m'en souviens un peu vaguement, mais il paraîtrait que j'étais allée dans sa chambre, donc ça devait être avant le divorce de mes parents, donc dans ma période où je me questionnais un petit peu, donc entre 99 2000, j'avais été dans sa chambre le voir et puis je lui avais dit, alors Brieux, il s'appelle Brieux, est-ce que tu m'aimeras toujours si je t'apprenais que j'aimais les filles? Et lui, il m'avait dit, mais t'es con, t'es ma sœur, bien sûr que je t'aimerais toujours. Et il avait, je sais pas, 10 ans à l'époque. Donc, en fait, c'était moi qui me mettais des barrières, comme si j'allais être rejetée par ma famille parce que j'étais homosexuelle. Alors que ils m'ont tendu les bras, enfin ils m'ont ouvert les bras, il n'y avait jamais eu aucun souci. Et c'est vrai que c'était... je les remercie pour ça. Donc ça c'était l'histoire de mes coming out. Mais je pense que j'en avais d'autres. Il m'est revenu une anecdote aussi, et là je pense que j'avais, je sais pas, entre 10 et 12 ans, et c'était avec des copines d'amis de mes parents. C'était deux sœurs, deux frangines aussi, une aînée qui avait à peu près l'âge de ma sœur et une cadette qui avait mon âge. Et je me souviens d'avoir pris à part la grande sœur en disant est-ce que c'est possible qu'une fille aime une autre fille? Et elle m'avait ri au nez en me disant mais bien sûr que oui, pourquoi? Et là je l'avais regardée et j'avais dit parce que je crois que je suis amoureuse de toi. Mais j'avais 10-12 ans. Et en fait, je crois, c'est là où le laps de temps est un peu perdu parce que... Donc je pense que je l'ai toujours su, mais j'ai jamais voulu l'accepter parce que je savais qu'aux yeux de la société, c'était pas bien vu. Alors je ne sais pas d'où vient ce truc-là, mais effectivement, rien ne m'indiquait que c'était possible d'aimer une femme. Je connaissais pas de couple homosexuel dans mes alentours. Pourtant, mes parents sont assez ouverts. Ma mère, elle est dolto++, éduque de jeunes enfants, qui m'a toujours en plus laissé faire tout ce que je voulais. Si je voulais avoir les cheveux courts quand on allait chez le coiffeur, j'avais les cheveux courts. Comme étant petite, je voulais être un garçon, elle m'avait toujours laissé m'habiller comme je voulais, donc avec des pantalons, les cheveux courts, et je me souviens, pareil, le collège, comme quoi c'est hardcore. Mais en 6e, j'étais habillée donc pour moi normalement, donc avec un pantalon que j'avais eu la chance sûrement d'aller choisir à qui habille. Et bref, j'avais un pantalon et j'avais des garçons qui étaient venus, ça devait être des 5e ou des 4e, qui étaient venus me voir en me disant « Mais t'es une fille ou un garçon ?» Moi, j'avais trouvé cette question complètement conne. Pour moi, c'était logique que j'étais une fille, mais... cette question du genre, c'était bizarre. Je comprenais pas. Donc le lendemain, pour les affronter, j'avais mis une robe. Déjà, j'avais pris sur moi de mettre une robe. C'était pas quelque chose qui était très naturel, mais pour leur montrer que j'étais une fille et que leur question était conne. Et ils sont revenus me voir en me posant la même question. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, mais c'est nul. Et c'est là où j'ai découvert le côté un peu malsain du collège, la difficulté d'être marginale, comme on a pu me le dire au collège, de m'affronter à cette normativité, enfin je sais pas si ça se dit, mais ce côté normal de rentrer dans des cases. Et je l'ai fait en sortant avec des garçons, mais bon. Donc voilà, j'ai toujours été un petit peu extravertie, on va dire, là-dessus, alors qu'au fond, je suis complètement introvertie. Je suis hyper timide, je cherche pas à revendiquer quoi que ce soit, mais je pense que je l'ai fait, et je sais aussi que après le lycée, on était par hasard, dans les années après, j'avais recroisé quelqu'un qui m'avait parlé de
que je m'affichais et qui avait trouvé ça chouette. Alors que pour moi c'était complètement naturel. Mais elle m'avait dit non, je me souviens de toi et de ta copine au lycée, on vous voyait, vous aviez l'air trop bien. C'était très étrange comme façon de m'aborder, alors que cette personne-là, je la connaissais pas du tout. Et donc c'est plutôt flatteur, mais c'est vrai que après j'ai cherché, j'ai plus ou moins, alors c'est là où c'est très contradictoire, cherché à être moi-même, donc à être ce que je voulais, et rentrer dans la côté normal des choses. Pourtant, j'avais tout un programme quand j'étais jeune. Je voulais avoir des enfants avant 25 ans, je voulais être casée, mais la personne avec qui j'étais casée n'avait pas de genre. Très bizarre. Mais bon, là, j'ai eu un enfant à 35 ans, c'est pas mal. Je suis contente. Avec une femme, et je suis très contente. Donc voilà. Est-ce que tu aurais envie de développer cette histoire de genre? Enfin, est-ce qu'il y a des choses à en dire que t'as pas dites ou... Par rapport au genre, non. Comme si je savais que de toute façon, à la puberté, ce côté enfantin que je pouvais imaginer d'être un garçon allait s'arrêter, en fait. Et puis après, il y a eu les premières règles, la poitrine qui a poussé. Donc ce côté androgyne que je pouvais avoir avant tout ça s'est évaporé. Et je pense que j'ai accepté d'être une femme. J'ai pris du recul par rapport à ça. Maintenant, je m'assume en tant que femme, mais je sais que, avec une mère très ouverte et très dolto, si elle avait découvert, quand j'avais 8-10 ans, tout ce qui se fait maintenant sur des écoles spécifiques pour les enfants qui se sentent pas bien dans leur genre, elle aurait pu m'influencer, bizarrement, elle, à aller vers ce genre d'école. Alors elle aurait toujours été à mon écoute, mais je pense qu'elle aurait eu une influence dans ce sens-là. Alors que maintenant je le vis très bien aussi, d'être une femme. Mais donc je ne sais pas si ça aurait été bien d'avoir eu ce changement de genre. Je sais pas si je l'aurais bien vécu aussi, ou regretté d'être une femme. En tout cas, c'est sûr, je regrette pas le parcours que j'ai fait, et d'être une femme encore aujourd'hui. Mais j'ai adoré toute cette période d'innocence enfantine, de rester, d'imaginer que j'étais un garçon. Donc ça m'était arrivé de mettre des balles de tennis dans ma culotte, et ça devant mes parents, ils me disaient rien. Donc c'est cette liberté que j'ai pu avoir qui fait qu'aujourd'hui j'accepte qui je suis aussi. C'est que j'ai pu vivre cette expérience-là en tant qu'enfant. Et ça, c'était top. Donc voilà. Tout à l'heure, t'as dit le foot, c'était ouf. Ça m'a donné vachement envie que tu développes. Le foot, non, en fait, je pense que j'ai comme au collège, ça se passait pas très bien. Le foot m'a sauvée, entre guillemets, de ces années d'adolescence, de recherche. Je sais que je me suis beaucoup amusée avec ce sport. J'avais rencontré des super filles, et tu vois, maintenant j'ai plus aucun contact avec elles. Enfin, c'était bizarre. C'était comme si c'était une coupure dans ma vie, un passage. Mais je sais que j'ai découvert une bonne partie de qui je suis maintenant grâce à ça, grâce au foot. Mais c'était des années, je pense que c'était ouf parce que j'étais dans l'adolescence justement, et que c'est le moment où on ressent tout très vite, très fort. C'est une période qui est horrible à vivre, je trouve. Enfin, j'ai des souvenirs à la fois horribles et des moments de joie extrême. Donc j'ai des souvenirs de tournois, à dormir en dortoir, à rire comme pas possible, alors pour des bêtises sûrement, mais ce côté très naïf de la vie, où on n'a pas de responsabilité, on n'a rien, et on t'accepte tel que t'es, que tu sois, enfin t'as pas de case. Donc je pense que c'est, quand je dis que c'était ouf, c'était ce côté un peu sans pression.
et du coup vécu à avec plein de sensations, tout comme ma première histoire avec Mélissa, où je sais que elle reste encore très forte pour moi, et je pense que ça le restera, mais je pense aussi c'est dû à l'adolescence où on a toutes ces hormones qui ressortent décuplées, où tout prend une proportion, on a l'impression qu'on n'a pas la vie devant nous, qu'il faut tout vivre tout maintenant. Donc je pense que c'est plus ça, c'est bizarre, mais c'est des années qui m'ont marqué. Et Mélissa, je l'ai revue 15 ans après. Tu veux savoir? Absolument, je veux savoir. Je veux tout savoir. En fait, je suis partie vivre à Paris en 2013, je crois. Et à Noël, un moment où j'étais rentrée sur Rennes, j'avais été dans le quartier de mes parents, là où habitait Mélissa, où ses parents habitaient à l'époque. Et il se trouve que je l'ai croisée sur un parking de champion. Et là, je la vois, elle me reconnaît, donc on se reconnaît, on fait « Ah, salut !» Première chose qu'elle me dit, elle me fait « Oh, j'avais oublié que t'étais aussi petite. » Bah, super, merci. Bonjour. J'avais envie de dire, tu sais que tu m'as brisé le cœur, mais c'est pas grave. Bonjour, ça va Un petit échange courtois. Bah alors, qu'est-ce que tu deviens? Alors, je lui dis que je suis à Paris. Elle me dit, moi aussi, je suis à Instit, en région parisienne. Je suis, bah écoute, si t'as l'occasion de passer à Paris, si tu veux boire un verre, c'est très bien. Et je crois que c'était le Noël juste avant que je rencontre Anne, du coup ma compagne actuelle. Et donc je m'embrouille, mais donc je la croise. On se dit, on s'appelle, on va boire un verre. On avait encore nos numéros. J'avais jamais osé effacer son numéro, mais on avait toujours les mêmes numéros. Donc j'ai dit, écoute, si tu veux, tu m'appelles et puis on va boire un verre. Entre-temps, je rencontre Anne, mais j'avais pas de nouvelles. Et je sais pas, ça faisait donc 6 mois, 7 mois que j'étais avec Anne, et là je vois mon téléphone qui s'allume, Mélissa. Elle me rappelle. Et là elle me dit, oui, je suis sur Paris tel jour, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre? Je lui dis d'accord. Et donc on se retrouve à aller dans un bar, et on a discuté longtemps de ce qu'elle était devenue, de ce que j'étais devenue. Et en même temps, moi, dans ma tête, c'était, mais j'ai tellement de choses à te dire, mais ça, tu m'as brisé le cœur, j'ai gros sur la patate. Et c'est d'elle-même, alors elle me racontait qu'avec son mec en question, en ce moment, elle se posait beaucoup de questions et qu'elle était restée sur sa faim, sur son expérience lesbienne. Et là, je me suis dit, ce mec, elle ose me rappeler 15 ans plus tard, juste pour finir son expérience lesbienne, sauf que moi, ça fait des années que j'ai le cœur qui avait été brisé. Ok. Donc je dis trop rien. Et en fait, j'avais 1000 questions à lui poser à savoir, mais qu'est-ce que toi t'avais ressenti à l'époque? Est-ce que c'était juste une passade? Est-ce que c'était pour frimer? Est-ce que t'avais vraiment le même sentiment que moi? Et j'ai toujours pas mes réponses. On a été coupés ce soir-là puisque Anne nous avait rejoint avec d'autres amis, et donc la conversation n'a jamais eu de fin. Du coup, je suis encore sans fin sur ces réponses-là. Vous n'êtes pas rappelé depuis? Non. Suite à ça, quand elle a vu que j'étais avec Anne, enfin, je suppose que c'est ça, après je suis pas sûre, mais elle m'a jamais rappelé, on s'est jamais revus. Genre, voilà, t'as fait ta vie, maintenant t'es avec Anne, moi je vais continuer à me poser 1000 questions avec son mec, je ne sais pas, après elle a fait sa vie. Et voilà. Et là, du coup, je suis restée sans réponse. Mais il y a 6 mois de ça, je dépose Baptiste je récupère Baptiste chez une nounou de garde. Enfin, c'était exceptionnel qu'il soit dans le quartier, dans le même quartier. Donc, on va jouer dans un parc à côté. Et là, qui je vois arriver au loin? Mélissa. Je me suis dit, mais c'est pas possible.
elle est sur Rennes. Ah oui, c'est peut-être les vacances parisiennes. Elle est peut-être là parce qu'elle vient voir ses parents. Je me posais des questions. Et je la vois au loin et je fais genre je l'ignore. Parce que je savais pas quoi lui dire. Et je voyais qu'elle était avec un petit. Et du coup, moi j'étais avec le mien. Et je me dis, oh là là. Et on est en 2022. Mais, ça fait 20 ans cette histoire déjà. C'est impressionnant le parcours qu'on a maintenant. Et elle me voit au loin. Et donc, elle vient quand même me voir parce que je pense qu'on s'était reconnus l'une et l'autre. Mais je pense qu'on a mis du temps à aller se voir. Et elle me dit mais t'es encore petite. Je me dis, mais arrête avec ça. Mais tu me disais à chaque fois qu'on se croise, mais je vais pas changer, je vais pas grandir pour autant. Elle me fait c'est le tien. Je fais oui. Et je regarde son petit, je fais bah c'est le tien lui aussi. Ouais. Ben dis donc, il a quel âge? Donc il avait 4 ans et le Baptiste là il avait 2 ans et demi à l'époque. Et donc là je me suis fait, alors j'ai pas les réponses, mais je me suis fait mon petit film. Je me suis dit bah en fait elle est retournée avec ce mec là parce que ça correspond à peu près à l'âge de l'enfant 9 mois plus tard qu'on s'est croisés dans le bar. Et je me dis c'est ouf. Donc elle a fait son choix de retourner avec peut-être ce mec-là ou un autre mec, mais en tout cas oui, parce que j'ai vu le papa, donc je sais que c'est un homme. Et du coup on a échangé et en fait pareil, elle est rentrée à Rennes, elle a quitté la région parisienne, tout comme moi, on est revenu habiter à Rennes. Donc on s'est recroisés là et on s'est recroisés au centre culturel du quartier, puisque du coup on habite un peu le même secteur. Donc je pense que je vais être amenée à la recroiser sur mon trajet à un moment ou à un autre. Donc peut-être que j'aurai mes réponses un jour. Ouais. Mais j'ose pas. J'ose pas, après ça reste un souvenir vague. Et je pense qu'il a été déformé depuis. Je pense que je l'ai édulcoré. Parce que bon, le jour où mon retour des États-Unis a été un petit peu brutal. Donc, je pense que j'ai effacé plusieurs choses. Et je préférais me la romancer un peu. Mais j'aime garder ce souvenir-là. Mais du coup, je serais très curieuse d'avoir son retour et son point de vue. Oui, sa version. Comment elle a vécu les choses? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé pendant ce mois et demi d'absence pour que ça s'arrête aussi brutalement? Oui, ouais. Je pense que, je pense que c'est l'hétéronormé, j'ai pas le bon terme, mais... L'hétéronorme, qui a repris le dessus. Et peut-être des conflits avec ses parents aussi. Mais je me dis, peut-être qu'elle est heureuse avec l'homme qu'elle est et je lui souhaite plein de bonnes choses. Mais je pense que c'est quelqu'un qui sera sûrement frustré de n'être jamais allé là. Et donc peut-être que ça viendra plus tard. Mais je lui souhaite qu'elle trouve un épanouissement perso bien à elle. Donc voilà. Voilà mon histoire. Une de mes histoires. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire et auquel j'aurais pas pensé? Je pense. Alors, quand on s'était rencontrés, tu nous avais parlé éventuellement les côtés culturels qui nous avaient pu nous aider. Alors j'aimerais remercier Amélie Mauresmo, qui en 99 avait fait son coming out. Et ça a été la première à faire son coming out où j'étais en âge de comprendre. Donc merci à elle. Effectivement, j'avais pas l'impression que l'homosexualité pouvait exister à l'époque. À part, je connaissais l'histoire de Josiane Balasco dans Gazon maudit. C'était un peu le seul film où c'était montré d'un grand public. Je rappelle avoir été... j'étais toute petite quand j'avais vu ce film-là, mais j'avais compris que c'était une fille. Mais du coup, c'était l'image de la butch. Et je pensais qu'il y avait que cette image-là de la lesbienne. Donc, je suis contente aussi d'avoir pu découvrir d'autres choses au niveau de la pop culture par rapport à ça. Mais effectivement, je trouve que dans notre génération, donc je sais pas quelle génération je suis née sous Mitterrand,
on va dire. Mais il y avait très peu de médias qui pouvaient diffuser ça. Mais on le savait. Enfin, c'était caché. C'était un peu bizarre. Mais sinon, non. Après, j'ai pu évoluer. Si un film important, bah pareil, en 99. Comme quoi, je cale beaucoup... ça, c'était Sex Intention avec Sarah Michelle Gellar, où il y avait un baiser lesbien qui se voyait au cinéma et qui était dit. C'était énorme déjà, c'était une grande avancée. Et des personnages un peu secondaires où on arrivait à voir dans les films qu'ils étaient queer, pas forcément lesbiennes, mais où cet univers commençait à s'ouvrir. Et je m'identifiais beaucoup à elle. Et après, c'est sur le tard où j'ai découvert que à cette période-là, début des années 2000, commençait à y avoir beaucoup de films lesbiens, mais un peu cachés sous le manteau ou qui n'étaient pas diffusés au cinéma. Donc, fallait vraiment les rechercher. Et maintenant, grâce à Internet, on peut quand même facilement les retrouver. Donc, je trouve que pour la nouvelle génération, ça peut être plus facile aussi d'aborder le sujet, de se positionner, de se questionner auprès de ses parents, auprès de la société. Si on a le droit, si on n'a pas le droit. Je pense que c'est un questionnement normal et logique, mais maintenant il y a beaucoup plus d'outils et je trouve d'écoute aussi auprès de, pas forcément que de sa famille, mais si on veut se rapprocher au niveau du système scolaire, je pense qu'il y a des établissements qui peuvent être à l'écoute de ça et qui ont maintenant des armes à donner, à transmettre. Et ça, je trouve ça important. Et toi, du coup, t'as cherché consciemment des infos, des livres, des films, des choses, ou parfois ça t'est tombé dessus et merci. Ça m'est un peu tombé dessus, et puis en fait, après, c'est arrivé dans les mœurs, entre guillemets. Il y a The L Word qui est sorti en 2003-2004, et donc là, c'était accessible. Si, une autre anecdote, un peu glauque, bizarre. Pas glauque, elle est bizarre. Mais effectivement, j'avais cherché à avoir de la documentation dessus. Je savais que Tétu existait comme magazine. Et donc, j'avais demandé à ma mère de m'accompagner au tabac presse pour demander aux commerçants si ils avaient des magazines lesbiennes, enfin des magazines lesbiens. Et il m'a dit oui. Il s'est retourné, il a levé le bras en l'air, et en fait, il m'a sorti un magazine lesbien porno qui m'a mis dans un sac plastique. Et donc j'ai acheté mon premier magazine porno avec ma mère à côté. C'était très gênant. Tu m'étonnes. Mais et du coup, comme je savais que j'allais faire ce podcast-là, j'en ai reparlé à ma mère. Et elle me dit « Ah oui, ça je pense que je l'avais consciemment oublié. » Mais du coup, j'en ai reparlé, elle me dit « Oui, c'est vrai, je me souviens vaguement de cette aventure-là. » Mais comme quoi aussi, quand même, ma mère a été quand même hyper présente pour moi. Et puis toi, j'imagine, c'est pas ce genre de littérature que tu t'attendais à lire, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était un peu bizarre. Mais en même temps, très curieuse de découvrir ce qu'était la pornographie sur les magazines. Puisque, pour moi, c'était quelque chose qui était possible que pour les jeunes garçons. Enfin, mes potes devaient sûrement en avoir du même âge. Mais les filles, non, c'était pas... On ne pouvait pas avoir ça. Donc, en même temps, c'était un peu de la curiosité. Et tu te souviens du magazine, c'était un vrai magazine lesbien ou c'était... Ah non, pas du tout. C'était pour les hommes. C'était pour les hommes. Ouais, c'était ça. C'était la fameuse image lesbienne qui est restée très souvent. Ouais. Et beaucoup moins maintenant quand j'en parle. Mais qui est restée souvent comme étant que le fantasme des hommes. C'est vrai que ça a duré longtemps, cette image-là. Mais depuis quelque temps, on m'emmerde plus par rapport à ça. Ouais. Peut-être parce que j'ai vieilli, ou peut-être parce que je l'assume, ou parce que je suis mariée, ou... Parce que tu laisses plus de place à ça. Peut-être aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été... Ah oui, t'es lesbienne ? Ah oui, mais non, ça va pas se passer comme ça. Ah oui, moi j'étais un de mes potes qui m'avait dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que je vienne avec vous deux. Ouais. Et je m'attendais tellement pas à ça de lui, quoi. En fait, non. Ça va pas être bien du tout. Et ça reste ancré, encore. Mais ça, enfin, peut-être je le vois moins, mais... Non, mais espérons qu'il y ait moins. Ouais, j'espère. Les fantasmes, après, voilà. J'avais une question, il faut que je rassemble mes neurones. Du coup, The L Word, est-ce qu'il y a d'autres œuvres un peu après, qui t'ont soutenu?
Buffy, hein, forcément. Buffy avec Willow, ça a été... même si j'aimais pas le personnage de Tara, mais c'était une lesbienne dans un second rôle. En plus, après, l'actrice, elle est devenue un peu célèbre parce qu'il y a eu les American Pie qui est sorti, ou How I Met Your Mother plus tard. Enfin, c'est une actrice qui restera ancrée, je pense, dans le monde lesbien. Et après, ah si, une autre anecdote, je me souviens d'avoir été aussi dans une boutique de manga, mais bien plus tard, je pense dans les années 2004-2005. Je voulais découvrir les mangas et je me disais, tiens, je suis sûre qu'il y a des mangas avec des histoires de filles, d'amour de filles. Et pareil, je me suis retrouvée à prendre mon courage, alors que je suis plutôt quelqu'un de très timide, d'aller voir le vendeur en disant, excusez-moi, est-ce que vous avez des ouvrages avec des histoires lesbiennes, mais une histoire d'amour? Et tout de suite, c'était parti sur le côté fantasme. Et après, je suis tombée sur je me souviens plus trop du titre. J'avais suivi, mais c'était l'histoire d'un mec qui était entouré de filles, où il y avait certaines filles qui avaient que t'es pas gêné à sortir avec des filles ou des garçons. Enfin, mais ça restait du fantasme de mec. Mais j'ai quand même fait des démarches. Et aussi beaucoup après, quand j'allais devenir tata, j'ai commencé une collection de livres pour enfants qui parlaient de l'homoparentalité ou de l'homosexualité. Et donc j'ai plein de bouquins pour enfants à ce sujet-là. Et il y en a un qui existe depuis longtemps, c'est Jean à deux mamans. Et pendant longtemps, en fait, il m'a dérangé, ce Jean à deux mamans, parce qu'il y avait un cliché d'une maman masculine et d'une maman féminine. Et du coup, je l'ai boudé pendant longtemps, mais je voulais l'avoir quand même dans ma bibliothèque pour être sûre d'avoir des livres à ce sujet-là. Et en fait, quand on a commencé à le lire à notre propre enfant, c'est vrai que on tombait nous-mêmes dans ce cliché-là, où effectivement c'est Anne dite plus féminine qui fait la cuisine, et moi qui suis un peu plus masculine, butch, j'aime pas le terme masculine, mais plutôt butch, queer, qui bricole. Donc bon, finalement on a ce cliché-là même chez nous. Vous n'avez pas échappé au cliché. Non, malheureusement non. Mais en même temps, on est nous-mêmes, donc c'est bizarre. Mais bon. Après, on a fait tout pareil, on s'est mariés, on a fait un enfant. On s'est mariés parce qu'on attendait un enfant. Non, bref. Après, c'était aussi une opinion politique. Il y avait tout un message derrière. Mais, ouais. Bon, après, niveau culture pop, ou bouquin. Alors, bouquin, je suis pas une grande lectrice, donc j'ai pas eu beaucoup. Mais il y avait des chanteuses, alors je sais plus, oui, si, puis il y a eu le gros tube de Tattoo, je sais plus, 2003-2004, où c'était, je crois que c'est un groupe russe, je crois, où c'était deux filles qui s'embrassaient en tenue d'école, des écolières, donc, mais ça, pour moi, ce titre-là, il a déclenché plutôt l'ouverture de la culture queer, plutôt que le côté lesbien. Parce que ça restait un peu fantasmagorique pour les hommes. Mais ça a déclenché ce côté un peu on assume qui on est. Et donc je pense qu'il y a eu des premières vagues de libération là-dessus et de sortir de cet enclos dans lequel on nous met d'être normal, d'être hétéro, de suivre, tu fais des études, tu fais de longues études. Alors c'est pas que pour la sexualité, hein. Justement il y a les études où faut que tu réussisses dans la vie, faut que tu aies un métier, faut que tu aies un CDI, si t'as un CDI, faut pas le quitter. Mon combat aussi est là-dedans, de ce côté... parce que je suis restée dans un CDI pendant 7 ans, mais c'était l'horreur, j'étais pas heureuse. Et j'osais pas le quitter parce que c'était un CDI, faut pas le quitter, c'est pas bien. Quand j'ai eu le courage encore de dire à ma mère j'aimerais partir de mon boulot, ma mère a dit bien sûr, ça se voit que t'es pas heureuse.
mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'aurais peut-être pu le faire plus tôt. Elle m'a toujours dit, bah oui, mais c'est à toi de découvrir ton propre chemin. Donc, je lui en voulais sur le moment, mais après, recul, oui, elle a raison, il faut que je fasse de moi-même. Mais en fait, c'est tout ces choses dans lesquelles on veut nous englober à tout prix. Et donc, c'est pour ça que je suis marginale, et j'ai toujours été marginale, alors qu'en soi, je suis pas si marginale, je rentre dans des clichés purs et durs, mais je fais ce que je veux. Donc, depuis, je suis à mon 3e métier. Je vais là où j'ai envie d'aller. Et je suis très bien comme ça. Mais effectivement, je vais pas hésiter à pousser des portes que j'ai envie. Ou à réussir à dire non à des choses que j'ai plus envie de faire et que je veux pas me forcer à faire. Donc, voilà. Mais tout en étant dans le questionnement en permanence. C'est, je pense, l'état d'âme de beaucoup de gens. C'est une question hyper indiscrète, donc si tu veux pas répondre, je couperai. Tout à l'heure, t'as dit que t'étais vraiment contente qu'Anne soit féminine. Tu veux développer? Non, ça, enfin oui, je pense que c'est des attirances physiques qu'on peut avoir. En fait, je pense qu'on a des attirances vers des personnes, que ce soit hommes, femmes, qui répondent à un certain critère. Enfin, je pense que depuis que je suis petite, je fantasme plutôt sur des filles, sur des filles plutôt féminines, que des filles qui me ressemblent. Donc, je pense que c'est plus un aspect de préférence, d'attirance, où je sais que mon œil va plus facilement se tourner vers ce genre de filles que d'autres. Mais je pense pas qu'il y ait de signes plus profonds derrière. En fait. Je crois que c'est plus ouais, non, je sais pas trop comment décrire ça. Si, oui, c'est un peu comme des personnes qui veulent à tout prix être avec des personnes blondes, aux yeux bleus, c'est mon critère, ou des bruns, ténébreux, avec des yeux verts. Voilà. Enfin, après, je pense que j'ai cherché ça. Toutes mes ex sont plutôt comme ça. Donc, je pense, en fait, je cible, un style de personne. Un style. Après avoir découvert la personne telle qu'elle, bien évidemment. Mais effectivement, en fait, Anne, je l'ai rencontrée. Je venais d'arriver sur Paris. J'avais donc quitté ce CDI depuis 7 ans, dans lequel j'étais enfermée. Je suis arrivée à Paris suite aussi à une rupture d'une histoire qui avait duré 4 ans. Donc, à la veille de mes 30 ans, en mode célibataire, je venais sur Paris pour devenir intermittente du spectacle, accessoiriste. J'avais du chômage puisque j'avais bossé. Je partais vivre en coloc avec ma meilleure amie et c'était la naissance de Tinder. Donc autant te dire que moi qui venais de Rennes où le cercle LGBT était restreint, où quand t'allais dans les boîtes, les quelques boîtes qui existaient, où je rencontrais, ah oui, elle, c'est l'ex de mon ex, de mon ex, de mon ex, j'aime pas ce milieu-là. Donc là, je me retrouvais à Paris, dans une ville immense, où il y avait Tinder en plus, où tu pouvais sélectionner, enfin c'était horrible, tu faisais ton marché, mais c'était le début de ce truc-là, et là j'ai dit, oh, mais c'est merveilleux! Et donc là, j'ai fait une multitude de rencontres, mais assez impressionnantes, et c'était génial. Et puis je vivais, en fait, j'ai bossé tout de suite après le bac. J'ai pas eu d'année de fac. Donc, ma veille de 30 ans, c'était un peu mes années fac où je faisais tout et n'importe quoi. En plus, j'étais retournée à l'école. Arrivée à Paris, j'ai repris mes études. J'étais avec des étudiantes de 18 ans dans un lycée où il fallait copier des papiers, fallait que je note mes retards, j'avais un carnet de correspondance. Waouh. C'était à la dure. Et j'étais qu'avec des filles, pareil, 18 ans, 19 ans, et il y avait quelques-unes qui avaient 20, et l'autre elle avait 29 ans aussi. Et ça a été pareil, une année, mais
oufissime. J'ai fait tout et n'importe quoi. Je me suis retrouvée à faire des soirées étudiantes que j'avais jamais faites. Elles venaient toutes dormir à la maison puisque j'étais une des seules adultes à avoir mon propre appart qui était assez spacieux parce que j'habitais en colocation. Enfin, c'était démesuré, pareil. C'était du gros n'importe quoi. Et puis ça a été des années un peu fofolles comme ça. Et puis j'ai rencontré Anne sur Tinder. Je commençais à en avoir ras-le-bol. Ça faisait plusieurs dates que j'avais eu un peu foireux et je commençais un peu à désespérer. Mais bon, je persistais quand même puisque quand j'ai rencontré Anne, il y en avait 2 autres en même temps. Enfin, c'était bizarre. Et Anne, je l'ai rencontrée le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, en 2015. À Paris, c'était très bizarre l'ambiance, mais c'était pas glauque. Au contraire, en fait, on était tous abasourdis de ce qui s'était passé, mais il y avait une espèce d'entraide, de solidarité. Et donc, on s'est rencontrés, et c'est moi, qui lui ai dit mais t'es pas aussi grande que je l'imaginais. C'est drôle. Mais, et donc, quand on s'est croisés, on s'est retrouvés dans un bar, et tout s'est fait très naturellement, et donc il y avait cette ambiance particulière à Paris, où tout le monde discutait avec tout le monde. Donc en fait, ce date qui paraissait très très officiel au départ, en fait c'est détendu parce qu'il y avait plein de monde autour avec qui on discutait et la soirée s'est passée c'était d'une fluidité totale. Et donc à la fin j'ai dit mince, il est minuit, le dernier métro, faut qu'on y aille. Mais est-ce que tu veux boire une bière? Et j'habitais au nord-ouest de Paris, elle habitait au sud-est de Paris. Donc c'est dans le métro où j'ai fait mais si je l'invite chez moi, elle va pas pouvoir rentrer. Ça veut dire que je vais passer à la casserole, elle va rester dormir. Et depuis après, on s'est jamais quittés. Et donc Et donc vous êtes passé à la casserole? Ouais, je suis passée à la casserole. Ouais. C'était pareil. Je venais d'arriver dans cet appartement-là. J'étais avec une autre coloc que je connaissais pas, qui était écossaise, qui était dans la chambre d'à côté. C'était vraiment très bizarre. Mais des super souvenirs. Mais c'était assez fou. Puis j'entends un petit qui arrive. Coucou. Coucou. Attends, je vais mettre pause. Du coup, on a coupé parce que Baptiste, petit garçon, est passé et on est en train de parler de sa taille et d'où venaient ses gènes. Oui. Donc il y a une partie anonyme d'une banque de sperme sûrement danoise, puisqu'il a été fait en Belgique dans une clinique où on fait des PMA. Et que la première échographie, enfin la deuxième, celle où on découvre son genre, la première réaction de l'échographe, quand il a commencé à prendre les mesures, il dit « Oh, mais c'est Hulk !» Sympa. Ils sont toujours tellement délicats, ces gens-là. Et du coup, nous, on a fait « Comment ?» Comment ça? Ah bah, il va être très très grand. Hein. Et lui-même n'en revenait pas des mesures qu'il était en train de prendre. Donc, il nous a dit préparez-vous, vous risquez d'avoir une césarienne, où il va être déclenché, et vous n'aurez pas au terme. Donc, on s'est dit ok, bon. Et puis après, il a grandi. Effectivement, il a bien grandi, mais il n'est pas né au terme, il est né tout seul, 2 semaines avant, sans césar. Et pareil, d'une manière rêvée. Alors je connais pas très bien les accouchements, mais nous c'était assez folklore, mais c'est encore une autre histoire. Mais tout m'intéresse, moi. D'accord. Donc c'était l'été 2019. Anne commençait à avoir de temps en temps quelques contractions à 2-3 semaines de son terme. Donc on en prenait note, mais on nous avait dit que ça servait pas à grand chose. Mais comme on s'attendait à avoir un bébé gros et à avoir du coup un déclenchement, on regardait ça avec un peu plus d'attention. Et on avait un rendez-vous le 1er août, un rendez-vous de contrôle. Surtout que Anne avait un suivi plus particulier parce qu'elle avait des problèmes au niveau du sang. Et on savait pas si elle avait le droit à la péridurale ou pas durant l'accouchement.
Donc elle avait un suivi pour ça. Donc le 1er août au matin, on va à l'hôpital. Ils nous disent que de toute façon son terme c'est prévu le 15 août, donc ça arrivera que le 15 août. Que là de toute façon il n'y avait pas de travail qui était déclenché, et qu'il n'allait pas être déclenché en avance, même s'il était grand, ce qu'on nous avait plus ou moins dit auparavant. Donc on est sorti de ce rendez-vous un peu dépité en se disant faut qu'on attende le 15 août. Et moi sur ce, je suis allée travailler, puisque je travaillais encore, et je terminais à 20h. Donc je lui envoie un texto dans l'après-midi, est-ce que ça t'embête si je sors à 20h avec des collègues boire des coups, ou est-ce que tu veux que je rentre? Il me dit non, t'inquiète pas, j'ai un copain qui vient à la maison, je vais préparer un plat de lasagne, parce qu'elle était sous un régime drastique aussi, sans sucre, sans sel, qu'on achetait des baguettes sans sel, enfin bref, c'était... Et il faisait chaud, un peu comme maintenant. Et bref, donc elle invite son copain, moi je sors, je vais boire des coups, donc je rentre un peu pompette, pas bourrée du tout, mais pompette. J'arrive, et je vois Anne et son copain, donc j'ai dit ça va? Anne elle me dit oui je prends note des contractions, mais ça va, je vais mais t'as mal, sur une échelle de 1 à 10, oh non ça va, c'est 2, d'accord. Et comme on savait qu'elle allait peut-être pas avoir de péridurale, pas tout ça, elle en avait fait de la... c'était comment? De l'hypnose pour apprendre à gérer les douleurs. Donc en fait, je voyais qu'elle avait mal de temps en temps, mais elle respirait fort, et puis elle soufflait, et puis ça passait. Et donc, je dis, moi ça va, alors, je propose... au copain qui était là, tu veux boire quelque chose? J'ai une bouteille de rouge, donc hop, je cherche une bouteille de rouge. On boit, mais j'étais toute seule à boire parce qu'en fait il aimait pas le rouge, donc j'étais toute seule. Et puis Anne commençait à avoir de plus en plus mal, mais ça allait. Et donc notre pote vers 23h30 nous dit bon allez, je vous laisse quand même vous reposer. Et puis Anne a dit ouais, je vais prendre un bain, il paraît que ça détend. Donc le temps qu'elle prenne son bain, moi je vais me coucher, mais je reste un peu éveillée jusqu'à ce qu'elle vienne à côté de moi. Là j'étais un petit peu plus que pompette. Mais elle va se coucher, et donc à partir de là, je m'endors. Mais je dors. Sauf qu'en fait, elle s'est réveillée même pas 5 minutes après. Elle a fait du ballon dans le salon. Elle a repris un bain. Elle s'est séché les cheveux. Je n'ai strictement rien entendu. Et à 6h30, je lance mon bras sur le côté pour voir si elle était dans le lit. Et là, je vois qu'elle n'est pas dans le lit. Je cours dans le salon. Et là, je la vois assise tranquillement sur son ballon en train de rebondir. Bon, ça va. Ça y est, ça va faire 1 heure que j'ai des contractions régulières, toutes les 5 minutes, ou je sais plus combien il fallait. Donc, mais t'inquiète, on va prendre un petit déj, on va prendre une douche, et puis on va pouvoir aller à la mater. Et là, moi, je la regarde. Attends, je reviens. Je suis allée m'allonger 3 minutes en disant this is it, faut y aller. Ah, du coup, je me lève, je prends ma douche, je prends un petit déj. On avait prévu le sac, c'était bon. On était à 10 minutes de la mater, on appelle un taxi. Anne gérait tellement bien ses douleurs qu'elle soufflait comme l'hypnose lui avait montré, que le taxi s'est pas rendu compte. Il avait pas l'air pressé d'aller à une maternité. Enfin, je trouvais ça assez étonnant quand même. On lui donne l'adresse de l'hôpital, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve à aller à la mater, et il était, 8h30. Durant ce trajet, je reçois un texto sur un groupe de famille où ma mère disait pour ceux qui sont restés à Rennes, ce soir, nous c'est les vacances, donc je vous propose d'aller fêter ça à la guinguette, pour ceux qui sont motivés, et puis on pense fort à ceux qui sont pas là. Bisous. Donc ok, je reçois ça, je dis je vais attendre avant de répondre. Vous étiez encore à Paris là? Là on était encore à Paris, oui pardon, on était encore à Paris. Et donc on va à la mater, on arrive 8h30, c'était le début du changement des horaires, donc on avait des sages-femmes toutes fraîches pour nous. La salle d'attente, il y avait personne, alors que c'est Robert Debré, c'est un énorme hôpital à Paris. Enfin, il y a toujours plein de monde. C'est là où il y a les accouchements à risque et autres. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait un monde fou. Et donc on arrive, la sage-femme me dit oui bonjour, c'est pourquoi? Il y a des contractions toutes les 5 minutes, donc oui très bien, je vais vous ausculter. D'accord. Alors donc là moi, je m'en mettais difficilement de ma soirée, j'avais mon café qui faisait effet. Et puis là, elle nous dit
ah bah oui, dis donc, vous êtes déjà à 4, ben écoutez, ça va être direction la salle de travail. Et puis là, Anne et moi, on la regarde, on fait, mais la salle de travail, c'est là où on accouche. Oui, oui, ça va être pour aujourd'hui. Ok, c'est bon aujourd'hui. Oh merde. Donc, on commence à s'installer dans la salle de travail. Je réponds à ma mère. Je dis, bon, bah, pour nous, direction salle de travail, avec plein d'émojis, on souffle, on est tout rouge. Et là, ma mère dit, j'annule tout! Ce soir, je suis à Paris! Et le soir, ma mère était réellement à Paris. Et donc, on arrive dans la salle de travail. Et donc, on nous avait dit, en fait, cette salle de travail, c'est pour vous, vous faites ce que vous voulez. Donc, on avait prévu des playlists, on avait mis la musique, on avait le ballon, on avait tout. Et en fait, ce qui était juste inquiétant, c'est qu'on savait pas si elle pouvait avoir la péridurale en fonction de ses examens. Donc, elle a eu une première prise de sang. Et au moment où on lui pose le cathéter, je crois que c'est cathéter, je sais plus, pour le battre les sons du cœur. Le monitoring. Monitoring, oui, parce que cathéter, je crois que c'est complètement autre chose. Le monitoring. Et donc la sage-femme arrive et puis elle dit, attention, vous allez avoir une contraction. Et Anne, ah oui, d'accord, je vois que vous gérez très bien vos contractions. Bon, très bien, ça va aller alors. Et elle a eu le résultat, elle a pu avoir la péridurale. Donc à 11h, elle a eu la péridurale. J'ai jamais vu Anne aussi défoncée. Là, elle était peut-être un petit peu forte, mais du coup on était très zen, très cool. Et tout s'est super bien passé. Et le bébé est arrivé pile, toutes les heures, ça s'ouvrait. Enfin, donc à 14h, ils nous disent, bon dans 2 heures on pousse, dans 2 heures on pousse. Et ça s'est passé, là il est sorti. Et ça a été on a eu le temps d'écouter la musique, de regarder une série, de dormir. Enfin, tout s'est super bien passé. Et là, il est arrivé. Et donc, ils m'ont dit, vous voulez le porter? J'ai dit oui. Ok. Et donc, ça y est. Et c'était bizarre. Alors que une semaine avant, j'étais là, mais s'il est moche, et si je l'aime pas, il a aucun gène, comment je vais pouvoir l'accepter, comment je vais pouvoir comment je vais m'approprier cet être. C'est tout un questionnement. Tu parles. Une fois qu'il est né, c'est bon. Ouais, il m'a fallu 24 heures, je pense. Ouais, ça va. Mais, ouais. Et, mais du coup, c'est vrai que c'était un accouchement tout smoothie, tout... T'as eu le temps de devenir maman pendant ces 9 mois et cet accouchement. Ouais, les 9 mois, c'était un peu sport parce qu'il a fallu qu'on se marie. Mais ça s'est super bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. À part, je sais pas si Anne t'a raconté sa version, mais... On n'a pas parlé du mariage. Mais c'était un peu conflictuel encore avec ses parents, mais... Ils sont pas venus? Son père est venu, sa mère n'est pas venue. Mais son père est venu, il est resté debout au fond de la salle à la mairie. Il est resté, je pense, par sympathie, parce qu'il fallait être là. Je pense qu'au fond, il devait être quand même content pour sa fille, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le droit d'exprimer ça. C'était bizarre. Je pense qu'il cache des choses, son père. Mais bon, encore pour une autre histoire. Mais non, et puis la cérémonie a été justement très politisée. On avait une amie qui a fait un discours très politique, justement, sur le rejet de la famille, dans la famille LGBT, la reconstruction qu'on peut avoir d'une famille LGBT. Et je pense qu'il y avait, on avait 50 personnes invitées. Je pense que la moitié c'était ma famille, puisque du coup j'ai une très grande famille. Et le reste c'était la famille recomposée de Anne avec son groupe de copains. Et puis ouais, non, il y avait, j'ai fait un discours aussi parce que, alors j'ai un cousin éloigné qui était député sous Hollande, et qui, le jour où la loi du mariage a été acceptée, où ça a été voté, je sais pas, une demi-heure après qu'elle ait été votée, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable. C'était lui qui me disait, écoute, sache que j'ai pensé à toi en appuyant sur le bouton pour quand il a fallu voter cette loi. Donc j'ai rendu un peu hommage durant la cérémonie, donc c'était très très symbolique. En fait, notre histoire est symbolique sur plein de choses. Donc le mariage, l'enfant, et là maintenant c'est la difficulté de pas lui faire porter non plus nous ce qu'on a subi, mais qu'il l'ait dans son histoire, qu'il le sache, mais qu'il l'ait pas sur les épaules. Mais nous c'est
pour moi, je pense Anne, ça a été très fort en symbolique. Alors, j'ai quand même, une autre grande fierté, c'est d'avoir pu manifester avec ma mère pour la PMA et la première Gay Pride qu'on a faite avec Baptiste l'année dernière à Paris. Alors, on a bravé le Covid pour y aller et c'était une grosse fierté de pouvoir marcher avec lui pour ça. Mais après, au quotidien, je vais pas revendiquer tout le temps. Cette famille, on parlait famille communautaire. Je pense pas que j'ai une famille, moi, communautaire. Je suis pas très communautaire. J'aime je préfère l'acceptation de tout le monde. Mais l'aspect communautaire peut m'effrayer aussi, parfois. Et du coup, là-dessus, j'y vais pas trop. Mais par contre, je soutiens énormément Anne dans tout son parcours et dans tout la symbolique qu'elle y met derrière. Parce que elle, c'est pas que j'estime qu'elle ait le droit de ça, mais je le comprends complètement. J'ai eu la chance d'avoir mes parents en soutien sur plein d'autres choses, même si je me suis posé des questions, même si j'ai cru que ma mère une fois m'avait dit oui mais c'est ton choix, t'assumes les conséquences, alors que je pense qu'elle a juste eu peur pour moi que ça allait être compliqué et que elle, en tant que mère, voir sa fille dans des situations de souffrance pouvait l'effrayer, ce qui est entendable maintenant, mais c'est vrai que ça avait été dit peut-être avec des mots maladroits. Donc je soutiens tout ça, mais voilà. Par contre, j'aime bien mon combat, mon combat à moi. Donc, je suis pas communautaire, mais par contre, je vais éduquer. Donc, l'histoire de Baptiste, l'histoire de la PMA, j'en parle ouvertement. À qui veut l'entendre aussi, je ne vais pas forcer les gens. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que ça se sache, le parcours par lequel on est passé. Mais tout comme la PMA pour les hétéros, je trouve que c'est encore trop caché, alors que il y a eu énormément de personnes qui ont recours à la PMA pour avoir des enfants, et je trouve ça triste on a eu une chance, nous, d'avoir avec la PMA un groupe de parole où on s'est retrouvé avec je crois quatre couples qui étaient dans le même process et une fille célibataire. Ça nous a permis de se poser plein de questions, d'exprimer nos craintes, nos inquiétudes, et en même temps de pouvoir grandir ensemble et de se donner des petits conseils. Mais je me dis, mais pourquoi les hétéros font pas ça aussi ? Ça serait d'une grande aide pour eux aussi. Il faudrait des groupes de parents, il faudrait des groupes de deuil, il faudrait des groupes de parole pour tout, en fait. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper important. Et moi, je me souviens d'avoir eu dans ce groupe de parole avec par rapport à la PMA, la question de l'autre parent qui porte pas. Comment on le vit, comment on l'a vécu, comment on fait ce choix-là, pourquoi on fait ce choix-là. Et cette question de mais est-ce que je vais l'aimer quand il va naître parce que il aura rien de moi. Eh ben on n'a pas eu de gêne à se poser la question en fait, et moi ça m'a tellement soulagée de pouvoir l'exprimer que maintenant c'est plus du tout un problème. Mais du coup comme quoi la parole faut l'écouter. Du coup merci à toi vraiment de faire ce podcast là, et je me suis toujours dit que moi je voulais raconter comment j'avais pu sortir mon coming out, comment je l'ai vécu, comment les questions que j'ai pu me poser. Et je pense que j'ai pas été au fond du sujet. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire, mais je trouve que c'est important d'en témoigner et de raconter ça. Et ouais, les podcasts à l'époque ça n'existait pas. On avait 10 foules sur Skyrock et encore ça paraît pas de ça, quoi. Donc vraiment là c'est vrai qu'Internet a quelques avantages, mais faut effectivement chercher, et c'est bien aussi d'aller chercher. J'ai une question, je change un peu de sujet, mais comment ils vous appellent ? Maman Léna et maman Anne. Alors Anne, pareil, alors il y a eu toute la question, elle voulait qu'il m'appelle maman.
parce que justement je ne l'ai pas porté, donc elle trouvait important et symbolique. Mais moi je lui disais mais moi aussi j'ai envie qu'il t'appelle maman, je trouve que c'est important. Puis après on a un peu laissé le truc et ça s'est fait un peu tout seul. Et si on a fait un bouquin, on lui a fait un bouquin en lui racontant d'où il venait, très vite, très tôt, pour qu'il puisse, si un jour il a des questions, qu'il nous les pose. Mais on lui a jamais caché qu'il a été à Bruxelles, qu'on a eu l'aide d'un médecin. Après maintenant aussi, on lui a parlé de la petite graine, et quand je lui ai parlé des graines de fleurs, il m'a dit est-ce que ça va faire pousser des vrais bébés? J'ai dit non, c'est fait pour des bébés fleurs. Mais c'est maman Anne et maman Léna, et après il y a eu l'adoption. C'est un autre parcours. Et là, par contre, Anne voulait qu'il ait mon nom en premier. Ah oui. Parce que il est né sous son nom, même si on était mariés. Parce que c'est elle qui a accouché. Donc il avait le nom de Anne. Et à la demande de l'adoption, on a demandé à ce que ça soit nos deux noms, mais le mien en premier. Donc il a mon nom, puis le sien. Et il a un seul prénom. Mais ça fait beaucoup de questions à se poser en amont, quoi. Oui, mais le groupe de parole a beaucoup aidé. Ça a permis ça. Et on se voyait une fois par mois. C'était pas énorme. Et encore une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et on continue à se voir, pour certaines. Puisque du coup, maintenant, on a d'autres problématiques. Et oui. C'est de la parentalité et de la confrontation de ce qu'on a. Genre, je me souviens qu'on a beaucoup parlé de la diversité alimentaire, diversification alimentaire. Là, on parle de la propreté. Enfin, on a les mêmes problématiques parce qu'on est toutes tombées enceintes à peu près la même année. Ah oui, c'est vrai. Et ça a marché, pour toutes. Et donc, il y a la deuxième génération qui arrive. Donc, il y a un couple là qui attend le deuxième. Donc, ça, c'est chouette. Bon, après, il y a eu le Covid. On s'est moins vu, mais on a fait des visios. Et là, on a une visio, je crois, prévue le week-end prochain. Donc c'est cool. Maintenant, on continue à se voir. Autre chose à dire? Tellement, je suis très bavarde, mais non, là, je pense pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Mais oui, je pense que j'aurais mille choses à raconter sur plein de choses. C'est clair. Sur l'homosexualité, sur la sexualité, parce que ça peut être aussi... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ça peut être un autre sujet, ça. Mais t'as envie d'en dire quelque chose? Bah oui, j'étais perdue quand j'étais avec les filles. Donc avec Mélissa, il s'est jamais rien passé puisque c'était plus juste des petits bisous et pas plus. Mais pour mon autre première, autant les garçons et les filles, on sait comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème, hein, ça, on peut le découvrir très rapidement. Mais justement, les relations lesbiennes, sexuelles, je savais pas du tout. Et là, j'étais perdue. Et je pense que j'ai été perdue quelques années. Je pense, sincèrement. Alors, il y a des choses qui viennent naturellement. Mais je pense que ça, c'est pas assez... Enfin, maintenant, c'est abordé, mais à l'époque, j'avais justement aucune aide. Je pense que dans le catalogue, je cherchais ça. Alors, peut-être indirectement, puisque du coup, c'était un catalogue porno. Mais je pense que j'ai voulu chercher des réponses de presque un mode d'emploi. Parce que même mes copains aux alentours, ils savaient pas. C'est pas eux qui pouvaient me renseigner, c'est pas mes parents, encore moins. Donc on apprend ça sur le tard, quoi. Enfin, ou tout simplement. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont faites très naturellement et qui étaient très bien. J'étais très très heureuse et je sentais que c'était vraiment ça qui me plaisait, plutôt qu'avec des garçons. Mais effectivement, je sais pas si... Pendant longtemps, je me disais, ça fonctionne pas comme ça. Et puis après, quand je suis sortie avec plusieurs filles, j'ai découvert plusieurs manières et je me dis, alors, pour certaines, c'était toujours pas ça, ou d'autres, c'était, ah ouais, c'est comme ça, mais c'est génial, c'est très bizarre. Et donc, je pense que j'ai découvert mon corps et ma sexualité assez tardivement.
Oui, d'expérience en expérience, t'as appris petit à petit, quoi. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Mais ouais. C'était bizarre. Compliqué, ouais. Mais c'est Anne qui a tout. C'est Anne qui m'a... Pourtant, je suis restée longtemps avec d'autres filles auparavant, mais c'est vrai que c'était... Je pense que j'étais encore perdue. Et soit j'étais pas tombée sur les bonnes, mais du coup je savais pas, puisque je savais pas trop ce que je recherchais encore. Et pareil, en fait, ouais, non, c'est Anne qui a tout décoincé. Donc, ouais, c'est venu très tardivement. C'est parce que c'était simple pour elle ou parce que c'était simple pour toi d'être avec elle ou tu sais pas trop? En fait, tout est venu bizarrement. Ce que j'attendais qui devait venir naturellement, c'est vraiment venu naturellement avec Anne. Donc, je pense qu'avec les autres, c'était plus complexe, plus. J'y allais à tâtons, on découvrait chacune de notre côté, mais il y a eu aussi toute. Après, je pense que c'est un blocage aussi autre par rapport à ce que tu aimes, ton plaisir, découvrir quel est ton plaisir, découvrir ton corps. En fait, je pense qu'il y a aussi toute cette question du corps, de la découverte de son corps, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de savoir dire non, ça j'aime pas, ou ça j'adore. Et je pense que ça vient avec la maturité aussi des expériences et au fur et à mesure. Mais non, pour la sexualité, après, c'est sûr que c'était mieux avec les filles, toujours, même si j'ai retenté avec les garçons, parce que je voulais aller au bout des expériences. Mais c'était plus facile avec les filles, mais c'était plus facile, mais ça a mis du temps quand même à se développer. Et mais les garçons, ouais, j'ai quand même voulu tenter plusieurs fois, jusqu'à tard. Je crois que la dernière fois j'ai fait à Paris aussi. Mais non, une fois qu'il était dans mon lit, j'ai dit non. Non, en fait non, non, désolé, tu vas repartir pas bien, mais en fait non. Mais j'ai voulu, je sais pas. Oui, pour être sûr, quoi. Je pense, ouais. Ouais, ou un espèce de pareil. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, c'était un peu mon fantasme de. Enfin, je redécouvrais la vie étudiante, donc je pense que j'avais voulu faire un peu tout. Ouais, ce que t'avais pas fait avant. Ouais. Et finalement, non. Ça confirmé. Ah oui. Ah puis là, je pense qu'il n'y a plus de doute. Non, c'est bon. Après, je ne me laisse fermer à rien. Par contre, la vie est faite de telles surprises que j'ai toujours vécu. Alors, je suis toujours pas toujours, mais Mélissa m'a appris à aussi à vivre chaque histoire telle qu'elle était et que tout a une fin. Et c'est des caps, c'est des moments, c'est des passages, c'est pas éternel tout le temps. Donc je me souhaite le plus long avec Anne, mais on est à l'abri de rien. Donc je me laisse pas fermer à quoi que ce soit. Par contre, je vis les instants à fond tant que je peux. Donc là, Baptiste, vie de couple. Vie de couple avec un enfant de 3 ans, c'est compliqué. Je le découvre. Mais c'est pas grave, ça va passer. Et je vis pleinement tout ce que ça implique. Donc les joies comme les peines, comme les douleurs, ou comme la fatigue. Donc voilà, faut se laisser aussi un peu submerger par les émotions, que ça soit de la tristesse, de la peur ou de la joie, mais ça passe. Donc, un jour, je ferai un podcast sur la sexualité des lesbiennes. Je trouve qu'il y a tellement de choses à en dire. Je pense que c'est un sujet qui me met pas hyper à l'aise du fait que j'ai
je suis pas en confiance totale là-dessus, mais ou si Anne est à côté, je pense que je me lâcherais peut-être plus. C'est bizarre, toute seule, je sais pas. Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Mais oui, parce que j'ai découvert sur le tard tellement de choses. Les contraceptions qui pouvaient exister, par exemple, ça, j'y connaissais rien. Mais ça, c'est arrivé avec les débuts de YouTube, les débuts de Barbiturix, de podcast, non, pas de blog. Les blogs, c'était des blogs à l'époque. Ou des forums, Gayvox, enfin, tout ces petites choses-là, c'est Internet qui m'a permis de découvrir aussi, plein de nouveautés là-dessus, puisque avant, je pouvais en parler à personne. La fois où j'avais été chez la gynéco, juste parce qu'il fallait faire un contrôle, parce que je sais plus, j'avais la vingtaine et qu'il fallait faire des contrôles. C'était ma mère qui m'avait dit, faut que t'ailles chez la gynéco. Alors quand j'y suis allée et que elle me dit, bah, vous venez pourquoi, vous cherchez à avoir un enfant? Je dis non, pas du tout. Je suis en couple avec une femme. Là, je l'ai vue faire une grosse croix entourée d'un rond en haut de sa feuille à gauche. Bah, elle me dit, bah, ça sert à rien de venir, grosso modo, parce que t'as pas de rapport sexuel. Et donc j'avais la vingtaine. C'est vrai que les lesbiennes font pas l'amour. Bah oui, c'est ça. On le sait. Mais c'est et du coup, bah, mon souvenir de gynéco, c'est ça. Puis une espèce de test dans un labo où t'es à la chaîne, donc c'est pas très bien fait, ou enfin j'avais souffert comme pas possible. Du coup moi j'avais dit bah si j'ai pas besoin d'y aller, j'y vais pas quoi. Et là j'ai découvert le monde des sages-femmes avec la grossesse de Anne et c'était merveilleux. Où là je fais mais c'est bien en fait, et puis il faut que je le fasse, faut que réellement que j'ai un suivi, bah je vais vers les sages-femmes parce que ça prend en considération tout ce que tu dis. Et là où c'est quand même il y a en 15 ans, ça a vachement évolué quand même. Mais et du coup, je me dis bah maintenant, c'est beaucoup plus facile même auprès du corps médical d'aller poser des questions, même sur la sexualité, même sur des questions sur tout. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès maintenant et t'es pas obligé d'aller dans un centre LGBT ou enfin je trouve qu'il y a possibilité d'en discuter à des proches et que les couples homosexuels sont beaucoup plus outés aussi. Donc t'as je sais pas une fille je pense à la fille de collègues qui pourrait se poser de questions, bah elle pourrait aller à la vie scolaire d'une part et les réorienter ailleurs et elle, ma collègue, pourrait venir m'en parler en me disant attends, je me pose des questions, vers qui je peux m'adresser? Pas de problème, attends, moi elle vient, je lui parle, y a pas de souci. Je serais prête à venir boire l'apéro chez toi pour en discuter. Non, enfin je me dis que maintenant faut pouvoir réussir à en parler plus facilement pour donner de l'espace et de la possibilité de s'adresser à des gens ouverts maintenant. Bref, je m'embrouille, je raconte beaucoup de choses. Pareil, un gros regroupement d'amis à mes parents où il y avait cette fameuse fille à qui j'avais dit quand j'avais 10 ans est-ce qu'une fille peut aimer une autre fille? Donc ce gros groupe d'amis qui maintenant ont grandi, les derniers petits-enfants de l'époque ont maintenant une vingtaine, et donc j'avais revu un couple d'amis que j'avais d'adultes, donc je dis adultes parce que je me considère encore enfant quand je suis avec eux, mais on discutait, ah bah alors, et tes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah bah ma grande, ah tiens, elle est lesbienne. Et ma réaction ça a été, oh merde, mais ça va, tu l'as bien pris? Et là je me dis, mon Dieu, même moi, mon comportement est bizarre. Alors que en fait, mais c'était pas méchant du tout, c'était ça va, tout, enfin c'était plus de l'inquiétude qu'autre chose pour savoir si tout s'était bien passé, si elle va bien, si c'est bizarre comme réaction et ma réaction a été hyper spontanée quoi. Ouais. Comme quoi. Le coming out auprès de mes grands-parents. En fait, donc mes parents se sont séparés en 2001, mon père s'est remarié en 2005 et en 2005, quand il avait
commencé à parler de leur mariage, je voulais à tout prix être avec quelqu'un à ce mariage-là. Donc, j'avais fait une annonce sur Gayvox, donc un site de rencontre, où j'avais dit je cherche quelqu'un pour venir m'accompagner au remariage de mon père. Et j'avais rencontré quelqu'un, je sais pas, 4-5 mois avant. Et donc me voilà au mariage de mon père, accompagnée de cette jeune fille, avec qui ça se passait très bien. C'est avec elle que je suis restée 4 ans après. Mais vous étiez pas ensemble. On était ensemble. Vous étiez ensemble. On était ensemble. Et donc, alors, ouais, sache que mes parents, certes ils se sont séparés, mais ils s'entendent très bien. Au point où le témoin de mon père, c'est le mari actuel de ma mère. Bref, on va éviter de partir sur ce sujet-là. Mais donc, au mariage de mon père, j'ai réussi à être accompagnée. Et c'est ma mère qui était présente à ce mariage-là, qui a pris la main de ma copine à cette époque, et qui a été la présenter à mes grands-parents paternels, en leur disant, bah voilà, je vous présente, c'est la copine de l'aîné. Donc mes grands-parents paternels ont appris le jour du remariage de leur fils qu'ils avaient une petite fille lesbienne. Et comme il y avait du monde, ils n'ont pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, et donc ils n'ont jamais rien dit. Et mon père m'a toujours dit, de toute façon, s'ils n'acceptent pas, c'est bien simple, on se casse et on les voit plus. Donc j'avais aussi le soutien de mon père par rapport à ça. Ça, c'est les grands-parents paternels. Et les grands-parents maternels... Du coup, vous en avez jamais reparlé? Non. Ça, j'en ai jamais reparlé, mais ça a toujours été acquis. Et en même temps, je suis la fille du seul fils, donc ils disent un mot de travers, et je pense que mon père pouvait piquer une colère noire. Donc, je pense qu'ils ont jamais osé dire quoi que ce soit. Mais après, à la naissance de Baptiste, ça s'est super bien passé aussi. Hein. Donc, ça a toujours été très accepté. Ça n'a jamais été... Enfin, ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler, en tout cas. Mais sur le tard, ils ont accepté. Et mes grands-parents maternels, c'était le même été que le remariage de mon père. Pareil, c'est ma mère. Ma mère m'a piqué des rôles, en fait. Mais c'est elle qui a... je pense que j'étais allée en vacances chez eux avec ma copine de l'époque. Et ça a été dit à ce moment-là, mais je sais plus si elle était là ou pas. Et bizarrement, mon grand-père, qui était un homme de gauche, très ouvert, avec un grand discours, il était adjoint au maire, il avait toujours soutenu plein de causes comme ça, et c'est lui qui a été le plus silencieux. Alors que j'étais persuadée que ça allait être celui qui allait me soutenir tout le temps, enfin dès le départ. Et en fait, c'est lui qui a été le plus silencieux, et je pensais que ça allait être ma grand-mère maternelle qui allait éventuellement piquer une crise ou avoir 2 ou 3 réflexions désagréables. Et en fait, elle m'a regardée et me fait « Oh, mais je l'ai toujours su ». Et donc, voilà, le coming out auprès de mes grands-parents. Il y a d'autres gens auprès de qui c'était intéressant? Non, oui, après, je pense que j'ai des copines où j'ai tardé à le dire. Des personnes que je voyais une fois l'an ou une fois tous les 2 ans, ou quand j'ai commencé à avoir une vraie histoire d'amour, donc pas avec Mélissa, avec la deuxième, j'ai commencé à le dire, et en fait les réactions des gens ça a été oui, j'ai toujours su. Donc c'est là aussi où je me suis rendu compte que c'était moi qui me mettais des barrières, ou comme quoi j'avais de base l'impression que j'allais être rejetée à cause de ça, alors qu'en fait pas du tout, et c'est moi qui peut-être presque fantasmais d'être dans une position où j'allais être rejetée. C'est hyper tordu, mais en fait non, j'ai jamais eu par contre j'ai jamais eu de réaction négative face à ça. Et je pense que j'en parlais un peu tout à l'heure sur le côté la pression sociale. Je crois que j'ai de toute façon tous mes choix dans ma vie, que ça soit sexuel, que ça soit amoureux, genre, boulot, autre, j'ai toujours eu l'impression de combattre et d'imposer mes choix. Donc par exemple d'aller vivre à Paris, les gens comprenaient pas pourquoi tu vas vivre à Paris, c'est horrible.
plaisante, quoi. C'est la capitale, c'est génial, il y a plein de monde. Je vais faire plein de trucs. J'ai fait des trucs de fou. Et j'étais hyper heureuse. Mais les gens comprenaient pas. Et c'est là, moi, là, maintenant, en revenant à Rennes, où j'ai du mal à défendre ce choix-là. C'est bizarre. Mais comme s'il fallait toujours se battre. Et c'est... Quoi qu'on fasse, je me suis rendu compte qu'il fallait se battre. Mais voilà, je pense que là, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup.